Alors, par rapport à ce que vous a dit Monsieur Méo, alors moi, quand je fais des visites, j'ai un regard légèrement différent, hein, dans le sens où les visites que l'on réalise, nous, pour l'université, elles sont formatives pour la majeure partie. Et on a en fin d'année universitaire une visite qui est dite évaluative. Donc, moi, je vais vous dire ce que je regarde et comment je conçois la visite au regard des mécanismes d'apprentissage. Alors, j'avais fait un petit support, peut-être que Patrick va vous le montrer. Sur quel email tu l'as envoyé? Ah, ça y est, c'est bon, je l'ai. Est-ce que je peux faire une micro-intervention, Oui, oui. Franck? Vous Vas-y, voyez, vas-y, ouais. Franck, lui, il a une mission particulière. Il est tuteur de l'INSPE. Il a un cadre de référence d'intervention. Oui, Et, et son cadre des références, en fait, va définir ses focales, va définir effectivement l'écriture de son contexte. Et après, on verra Polo, Polo en reparlera aussi. Lui, dans des missions de tuteur ouais, terrain ou d'accompagnateur, il aura encore un autre cadre. Je te laisse, Franck. ouais. Pardon. Non, non, mais c'est vraiment intéressant parce que moi, selon les professeurs que je vais voir, des fois, je peux rester 2 heures, mais des fois, je peux rester une demi-journée. Je peux rester une matinée entière, je peux rester une après-midi entière, si je veux. Voilà. Je peux voir un cours, je peux voir 2 cours, je peux voir un travail en atelier de 4 heures. Voilà, je suis vraiment libre de ça. Parce que les visites que je vais faire, pardon, elles sont pour 2 tiers formatives. Voilà. Et il n'y en a qu'une qui est évaluative à la fin de l'année. Donc, processus et mécanismes d'apprentissage, tu peux passer, Patrick? Je pense que je ne vais pas avoir la main. Voilà. Moi, moi ce que je regarde à chaque fois, c'est cette définition-là. Parce que pour moi, une leçon, alors c'est une très vieille définition, hein. Pour moi, une leçon, c'est au sens de Claraped, ça doit être une réponse à une question. OK? Donc, ça va me servir à vous introduire la notion de mécanisme d'apprentissage. Moi, je regarde ça, c'est-à-dire, est-ce que la leçon qui est construite par l'enseignant est une question en général? Voilà. Est-ce qu'il formule une question? Est-ce qu'il formule un problème? Et je regarde pendant toute la séance comment les élèves sont amenés à construire la réponse au problème posé. S'il y a une réponse qui émane des élèves, alors là, on va être dans de l'apprentissage. S'il n'y a pas de réponse par les élèves, il y a 2 options. Soit le cours était trop difficile, c'est-à-dire le professeur a, a mal construit son cours pour faire apprendre les élèves, okay. Soit les élèves ne se sont pas impliqués, n'y ont pas trouvé de sens, ni d'intérêt. Okay. Et donc, en fait, ça, c'est tout récent ce que je vais vous dire. C'est ce que j'ai compris maintenant avec le temps. C'est que, en fait, moi, ce que je regarde en visite, c'est la façon dont l'enseignement peut être transformé en classe comme de l'apprentissage. Je vais vous le refaire. C'est comment un prof qui a une intention d'enseignement arrive en classe à le transformer en un objectif d'apprentissage. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous voyez, parce que nous, ce que l'on fait tous en tant que professeur, c'est que on passe du temps à construire nos cours, hein. On passe du temps et on bâtit des cours voilà, seuls, hein, et on ne les répète pas, hein. Il est rare qu'on répète le cours que l'on s'apprête à faire tout seul dans sa chambre ou dans son bureau. OK? Donc, on construit un cours et ce cours, il va être conduit dans la classe. Et moi, ce qui m'intéresse lors des visites, c'est justement comment se fait la bascule entre quelque chose qui est construit en quelque chose dont les enfants, les élèves peuvent se saisir. Okay. Et donc là tout ce que vous a appris Patrick, évidemment, ça rentre en jeu, hein, avec
des éléments de construction de cours, tout ce que vous avez vu sur les critères, les indicateurs, ça permet de bien travailler justement cette bascule entre l'enseignement et son intention et la façon dont les élèves peuvent se l'approprier. Donc, moi, c'est ce que je regarde vraiment, en fait. OK? Et donc, sur la diapo suivante, ça va vous rappeler des bons souvenirs. OK? C'est toujours pour vous dire que vraiment, on est sur, voilà, je vois qu'il y a des sourires. On est vraiment sur des choses qui sont bien distinctes, quoi. C'est-à-dire que l'enseignant, chez lui, il travaille ses savoirs, OK? Donc, il est dans une relation didactique. Et en classe, ce que l'on regarde, c'est la façon dont les élèves s'approprient le savoir, la façon dont ils vont apprendre. Et en classe, ce que l'on regarde, hein, c'est la finesse de la qualité pédagogique, la finesse de la relation pédagogique. C'est-à-dire comment est-ce que l'enseignant arrive à faire percevoir ses intentions d'enseignement auprès des élèves. Comment est-ce qu'il va faciliter les apprentissages des élèves? Ça va? Et donc, pour l'université, moi, dans mon cahier des charges, ce qu'on me demande de faire, c'est d'analyser dans un premier temps la construction de l'enseignement. Donc, je vais vous montrer. Donc, analyser comment le cours est construit. Donc, on me demande bien d'être sur la branche relations didactiques enseignées. Donc, comment ce cours est construit. Deuxième étape, on me demande de regarder comment le cours est conduit, c'est-à-dire en classe, comment le professeur conduit son cours, comment est-ce qu'il l'anime, comment est-ce qu'il le fait vivre. Donc, on me demande de regarder la relation pédagogique, hein, c'est-à-dire comment est-ce que l'enseignant fait vivre son cours. Moi, ce que je regarde, c'est la façon dont les élèves s'approprient les contenus, donc les apprentissages qui sont en jeu. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'analyse de la séance ou des séances, c'est-à-dire qu'on nous demande de travailler au minimum 1 heure durant, pendant 1 heure, où on fait l'analyse de la séance. Alors, je vais vous dire comment est-ce qu'elle est réalisée pour moi. Moi, je laisse maintenant. Alors, ça dépend des étudiants, mais moi, je leur laisse 10 minutes montre en main. Je prends mon chronomètre, je leur laisse 10 minutes et je les laisse analyser leur séance à chaud. Pour ceux qui ne savent pas, je les aide. C'est-à-dire, je leur dis, vous faites une analyse de votre séance, au regard de votre cours, c'est-à-dire quels sont les obstacles que vous aviez identifiés dans votre cours, comment ce cours a été construit, quelles étaient vos intentions. Donc, première étape. La deuxième étape, le guide, je leur demande de faire une analyse de la séance au regard des apprentissages des élèves. Est-ce qu'ils ont perçu des apprentissages? Si oui, comment? Donc, comment s'est comportée la classe? Et le troisième point, s'il y avait des améliorations à faire, quelles seraient ces améliorations? Voilà, donc ça c'est le... Et on retrouve la notion d'apprentissage, c'est que moi je les amène à bien percevoir la notion, est-ce que les élèves ont appris quelque chose durant le cours? C'est très important, parce que s'il n'y a pas d'apprentissage, le cours, pour moi, il ne sert à rien. Mais c'est pour moi, ok? Donc, ils réfléchissent pendant 10 minutes et après, ils ont 10 minutes d'exposé. Voilà, je les laisse parler. Et après, on a 40 minutes d'échange à peu près.
sur ce qu'ils ont dit. Ça fait plusieurs années que ça me démange et que je ne le fais pas. Donc, c'est peut-être vous qui allez le faire. C'est qu'à la fin de l'entretien, moi, je fais un rapport. Donc, c'est un rapport qui peut faire une dizaine, une quinzaine de pages sur tout ce dont je vous ai parlé là. Et durant l'entretien, avec l'expérience que je commence à avoir, les étudiants, ils disent toujours oui à tout, quoi. OK? Ils disent oui, ils disent, voilà, ils promettent de faire du mieux qu'ils peuvent, c'est sûr. Hein. Et ce que je ne fais pas, c'est que je ne leur demande pas de me rendre un écrit sur ce qu'ils ont compris de notre analyse. Et pourtant, voilà, ça me démange de plus en plus de leur demander un compte-rendu de ce que l'on a pu dire durant l'échange. Et ça, je pense que ça serait très formateur. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la façon dont je procède. Et par rapport au mécanisme d'apprentissage, donc là, on peut passer peut-être, Patrick, si tu as la gentillesse. Voilà. Donc, moi, je vous rappelle, hein, il y a un truc qui est aussi capital pour moi, c'est la nature du langage qui est utilisé dans la classe. OK? Vous vous rappelez de ça, hein? C'est par notre langage que l'on arrive justement à engager les élèves dans des postures qui sont des postures d'apprentissage. Hein? Et on avait vu qu'il y a des postures qui sont plus intéressantes que d'autres, notamment la posture qui réfléchit, quoi, là où l'élève réfléchit, hein, la posture dite réflexive. Ce que l'on voit massivement hein, dans les systèmes internationaux, hein, c'est des postures d'élèves qui font. C'est-à-dire on leur demande de faire un exercice, ils font l'exercice. Mais vous vous rappelez, nous, ce qu'on a dit, c'est bien gentil de faire, mais encore faut-il savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. OK ? Et ça peut faire partie de l'analyse aussi. OK ? C'est toujours pareil, donner du sens à ce qu'on fait. Donc, la qualité du langage dans la classe, ça c'est pour un enseignant, c'est son premier outil hein, qui va amener justement à la transformation d'un objectif d'enseignement en quelque chose qui peut être appris par l'élève. Oh, ça va pour vous? Oui, hein. Tout ça, ça avait été vu, c'est juste une remise en mots. Donc, le principe, hein, là aussi, ça doit vous rappeler de bons petits souvenirs. Mais là, c'est par rapport à ce que demande Patrick, hein, c'est un rappel sur les mécanismes d'apprentissage. Il y a apprentissage à partir du moment où l'élève, quel que soit son niveau, hein, ça peut être un élève qui est en réussite, un élève qui est en difficulté, vous voyez bien dans vos classes ce que vous avez. Il y a apprentissage à partir du moment où on élabore de nouvelles connaissances, mais pour soi-même, pour soi. Il y a apprentissage à partir du moment où on transforme des connaissances que l'on a pu acquérir. Donc, que je sois en difficulté, mais si je passe une heure où j'ai pu transformer un petit quelque chose, j'ai appris. Et il faut en être content. Okay. Si un gamin sort et qu'il a réussi à construire de nouvelles connaissances, il faut en être content. Ok. Il faut pas Enfin, moi, maintenant, ce que je dis, c'est ne vous faites pas de mal en vous disant voilà, j'ai pas réussi à faire tout ce que j'avais à faire. Oui, d'accord. Mais tel élève, là, je pense qu'il a appris des choses aujourd'hui. Il a élaboré de nouvelles connaissances, etc. Donc, pour moi, ça, c'est un des grands principes de l'enseignement et du professeur, mais aussi du formateur, hein, évidemment. Okay. Parce que ça s'applique tout le temps, quoi. Okay. On avait dû dire à l'époque qu'on apprend toujours, hein, c'est-à-dire qu'en échangeant avec quelqu'un, bah, c'est sûr qu'on
on apprend. Hein. On élabore toujours de nouvelles choses. Donc, toujours par rapport au mécanisme d'apprentissage, moi, je regarde par rapport à la diapo suivante. Nickel. Là aussi, hein, ça doit vous rappeler des souvenirs. Ça, c'est la façon dont dont doit être construit un cours. Si ce cours, il répond à une question, ok. Et en fait, ce que je regarde, moi, c'est que pour chacune des phases du cours, je regarde comment les enfants se comportent, comment les élèves se comportent au regard des apprentissages. C'est-à-dire que dans la phase qui est la première phase où on rappelle les acquis, qu'avons-nous vu la fois précédente? Okay. Que savez-vous du cours que nous avons fait la fois précédente? Qui peut faire le rappel? Ben, moi, sur ce laps de temps-là, au fond de la classe, je regarde comment les enfants se comportent. Est-ce qu'ils lèvent la main? Est-ce qu'ils participent? Qui participe? Etc. Ça va? Sur le chat, on te demande, Patrick, si tu peux mettre en plein écran. J'essaye. Patrick, tu nous entends? Oui, oui, je vais. Fonctionne bien, vous pouvez appuyer sur la petite punaise qui est à l'écran. Et normalement, si vous appuyez sur la punaise qui est à l'écran, vous n'aurez que ce que Patrick est en train de partager et vous ne verrez pas les autres choses qui polluent un petit peu l'écran. Ce sera déjà peut-être un peu plus clair. Où se trouve cette... Est-ce qu'on va cliquer? Là, alors, il faut cliquer en plein milieu de l'écran. Vous avez un petit logo qui va apparaître avec une punaise à gauche, un haut-parleur qui est barré au milieu et un panneau sens interdit. Voilà. Il n'y a pas de Cliquez sur la petite punaise, normalement, vous n'aurez que... Ok, c'est ok. C'est bon pour vous? Désolé, j'ai eu une coupure. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que, vous voyez, sur la première phase du cours, vous êtes en train d'observer un enseignant, il fait rentrer les élèves. Sur ce temps-là, c'est le temps, mais pour moi encore, hein, c'est le temps presque le plus important, c'est-à-dire comment les élèves rentrent et comment le professeur va lancer son cours. Bien moi, sur ce temps-là, je regarde comment les élèves se comportent. OK? L'autre phase, c'est une fois qu'on a fait le rappel de ce que l'on savait, c'est quel est le problème posé par le cours? Comment ce problème est annoncé par l'enseignant? Et de la même façon, je regarde comment les élèves se comportent. À un moment donné, cette phase-là où on pose le problème, ça s'arrête et on met les élèves au travail. Donc, on va leur mettre une consigne. Donc, toujours pareil, moi, je regarde comment les élèves se comportent pendant la consigne. Et puis, une fois que la consigne est posée, les élèves, ils s'engagent dans un temps de recherche. C'est-à-dire, ils vont se mettre au travail. Donc, de la même façon, je regarde comment est-ce qu'ils se comportent, comment est-ce qu'ils apprennent. Dans la mise en commun, pareil. Qui prend la parole? Quels sont les élèves qui interviennent? Est-ce que ce sont toujours les mêmes, etc. Qui spontanément va au tableau? Qui se propose d'écrire? Qui se propose de lire? Voilà. Il y a vraiment une focale sur l'élève, à chaque fois. Alors, moi, contrairement à Patrick, je n'ai pas encore franchi le pas, c'est que je ne filme pas. Je ne filme pas la séance. Et ça, c'est un peu difficile. Je vous le dis parce qu'en fait, ça m'oblige à prendre un maximum de notes. Monsieur Méo parlait de factuel.
moi, durant la visite, j'écris beaucoup. C'est-à-dire vraiment sur mes grilles d'observation, j'ai vraiment une colonne apprentissage de l'élève, attitude de l'élève. Je vous en montrerai à l'occasion. Et je note tout, quoi. J'essaye de retenir le nom des élèves qui ont été interrogés pour que dans la phase d'analyse, je puisse faire vivre mon analyse. Hein. Donc là, sur ces temps-là, où j'ai la focale sur l'élève, où je regarde l'élève, je note plein de choses. Hein, voilà, tel élève a été interrogé 2 fois, tel autre n'a jamais été interrogé. Au fond de la classe, tel élève dort, etc. Donc, vraiment, je regarde comment est-ce qu'il se comporte sur ces temps-là. La structuration des connaissances, même là, on est obligé de regarder comment est-ce qu'il se comporte. Okay, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui prennent le cours, qui écrivent la leçon, d'autres qui ne l'écrivent pas. Ça, c'est un indicateur assez puissant pour dire si le cours les a intéressés, passionnés ou pas, quoi. Hein. Et puis, évidemment, il y a un truc qui est imparable, mais bon, c'est peut-être pas le lieu de parler de ça, mais ça signe quand même un apprentissage, c'est quand on termine la séance en leur demandant « qu'avez-vous appris ?» Quand le professeur demande aux élèves « qu'avez-vous appris ?» Et ça, c'est pour le formateur que je suis, moi, c'est comment dire, c'est très révélateur parce que les élèves, quand ils répondent à cette question-là, bien souvent, ils disent ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si vous voyez la petite nuance. Ils disent ce qu'ils ont fait, mais pas forcément ce qu'ils ont appris. Donc, vous avez, en toute point de séance, sur cette question que beaucoup d'enseignants posent, bon, parce qu'ils savent qu'il faut la poser. Ils savent qu'il faut faire prendre conscience aux élèves qui ne sont pas venus pour rien. Okay, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Eh bien, le formateur que vous êtes, il faut qu'il entende bien la réponse. Parce que si les enfants ils disent « nous avons fait », ça veut dire qu'ils ont fait pour faire. Alors, soit ils ne sont pas en mesure d'en dire plus, soit l'enseignant il dit « oui, mais bon, vous avez aussi appris des choses. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez avoir appris ?» Et donc, ça, c'est pour nous dire si les élèves ont vraiment réfléchi durant le cours. Okay, s'ils ont été engagés dans des postures vraiment très variées. Hein. Donc ça, c'est, vous voyez, pour moi, ça, c'est mon fil conducteur pour l'observation et pour l'analyse. C'est-à-dire que pour chacune des phases, là, on parle de mécanisme d'apprentissage. Je ne vous dis pas ce que je regarde chez le prof, hein, mais pour chacune de ces phases, ça, c'est mon guide et j'ai une colonne apprentissage chez l'élève. Voilà. OK, avec plein de données factuelles. Et bon, je vous passe, j'ai un jeu de fluo, un jeu de crayon de couleur où je pose mes questions. Voilà, j'ai des données factuelles qui sont écrites en bleu, j'ai des questions qui sont écrites en rouge. Voilà, OK, pour m'aider dans mon analyse. Donc, par rapport à la diapo suivante, Patrick, si tu veux bien. Je crois qu'il y avait une question de Jean-Rémy. Oui, Jean-Rémy, ouais. Je reviens sur cette phase 6-là. L'année dernière et cette année, j'ai travaillé surtout sur cette phase 6. C'est-à-dire, à la fin de chaque séance, on demande aux apprenants qu'est-ce que vous avez appris. Ce qui est surprise, il y a des élèves même qui vont poser la question au début de la séance, alors que nous sommes à la fin de la séance. Qu'est-ce que vous avez appris? En ce moment-là, il y a toujours en quelque sorte des boucles. Les meilleurs élèves arrivent à faire une synthèse. Mais les élèves un peu plus faibles, il y a des questions qui se reviennent au début. Ah, monsieur, qu'est-ce que nous avons fait exactement? Cette question repose même à nous les formateurs. Donc,
ce n'est pas juste une mesure de l'apprentissage, mais souvent, c'est dans cette période que tous les niveaux s'harmonisent. Il y a des élèves qui sont un peu à côté, mais dès que nous avons prononcé les meilleurs élèves qui font la synthèse ici, donc tout le monde là, c'est sur les mêmes niveaux. Et souvent, ça, c'est les élèves aiment ça noter au tableau comme une petite résumé. Alors, je t'entends bien. Hein. Alors, il y aurait beaucoup de réponses à ta question ou à ta remarque. Hein. Moi, ce que je vois bien souvent, c'est qu'il y a des objectifs qui n'ont pas été clairs au début. Tu vois, on ne dit pas assez clairement aux élèves ce qu'ils s'apprêtent à apprendre ou ce qu'ils s'apprêtent à faire. Et après, c'est aussi une question de méthodologie. C'est-à-dire que ça dépend aussi combien de temps tu peux y consacrer à cette dernière phase. Et normalement, tu vois, tu pourrais très bien… moi, ce que je dis aux professeurs, c'est que… Mais après, il y a aussi des moyens parfois… c'est que sur une feuille blanche ou sur une ardoise Velleda, tu vois, ou sur une ardoise avec un morceau de craie, on dit aux élèves « Qu'avez-vous appris ?» Tu vois, qu'avez-vous fait? Et on leur dit à titre individuel comment vous pensez réutiliser ce que nous avons fait. Et le plus important, c'est même pour un élève qui est en difficulté, si lui, il arrive à dire au minimum ce qu'il a fait, c'est plutôt pas mal. Voilà. Par contre, si tu as un élève qui dit moi, j'ai rien compris, ça veut dire que peut-être qu'à la séance suivante, au cours suivant, ou en tout cas, il faudra dire à l'enseignant que il peut pas continuer comme ça. Il faut qu'avec cet élève-là, ou les élèves qui n'ont rien compris, il faut faire un travail différent après. Est-ce que je peux poser une question à Oui. Jean-Rémy? C'est quoi un bon élève? C'est quoi un mauvais élève? Non. Quels sont tes… Oui. Oui. Il n'y a pas du bon ou mauvais, mais souvent c'est juste pour positionner, par exemple, avec leur rang sur les bulletins, mais j'utilise une mauvaise langage, mais souvent, lorsqu'on place les jeunes sur un rangée, il y a ceux qui sont en avance et en retard, juste pour positionner les élèves. Donc, ce que tu as dit est juste ou ce que tu as dit est faux? Les mauvaises et bonnes, c'est faux, ça. C'est faux. Mais non. Non. Je fais mon inspecteur pour t'embêter. Mais en fait, ce que tu as positionné, tu as positionné tes indicateurs, tes observables et tes critères pour arriver à une conclusion de bon ou de mauvais. Mais après, il faut quand même réfléchir, surtout dans ce cas-là et dans un cadre qui ne l'aurait pas connu, etc. La notion de bon et de mauvais élève, là, est sûrement plus discutable. Mais dans l'explication que tu as donnée, tu es revenu sur des indicateurs. Par rapport à quoi tu le fais? Eh bien, par rapport à leur bulletin, donc par rapport à un classement, après, derrière, etc. Donc, tu as tes indicateurs, tes observables et tes critères. Mais après, il faut que ça se soit objectivé, quoi, sur l'ensemble des éléments. Donc, on peut arriver à cet élément-là, mais en amont, il faut quand même avoir un peu de vigilance. Merci. Par rapport à la commande sur les mécanismes d'apprentissage et par rapport à cette focale quand on voit un enseignant faire, donc je vous ai remis cette diapo aussi qu'on avait vue. Hein. C'est pour moi, quelqu'un qui apprend, il va vous le montrer. Il y a des choses que l'on peut voir, hein, qui sont observables de l'extérieur. Hein. Et donc, c'est mes petits engrenages de couleurs jaune, rouge, vert et bleu. Et puis, il y a des choses que l'on ne peut pas voir.
c'est tous les engrenages qui sont violets. OK? Donc, c'est-à-dire que quand on est un expert de la formation ou quand on est enseignant, hein, aussi, un enseignant expert, tout ça, on peut le voir, en fait. OK? C'est qu'on peut voir chez l'élève s'il est bien avec nous, s'il est bien à l'instant T, s'il est bien dans le cours, parce que ça, il va le montrer. OK? Puis, comme je vous dis, il y a une mécanique que l'on ne peut pas voir. Donc, sur la diapo suivante, vous allez voir que c'est peut-être beaucoup plus clair. Voilà. Quand on pose une question à l'élève, par exemple, pouvez-vous résoudre ceci? L'élève, il va montrer si il est dans une posture qui va l'amener à élaborer de nouvelles connaissances ou transformer des connaissances qui sont en place. Il va tout d'abord montrer s'il est bien dans le coup en étant attentif. Okay? C'est-à-dire, il va se montrer attentif, mais attentif, hein, ça ne veut pas dire être attentif un quart d'heure, ça veut dire 15 minutes. Ça veut dire être attentif parfois sur 2-3 secondes. C'est-à-dire que vous lui parlez et il montre qu'il entend, quoi, qu'il écoute. Ensuite, ça va lui demander de faire des efforts. C'est-à-dire que s'il prend un stylo et qu'il prend son cahier, ça veut dire que là, il a une intention d'effort. Il va vouloir faire un effort. Donc, ça, c'est une posture d'apprentissage. OK? Les efforts, c'est régulé par la motivation. Donc, peut-être que là, il y a un moyen de le motiver pour faire ce calcul-là. Donc, il va montrer qu'il apprend en faisant des efforts, en prenant le stylo, le cahier, en se montrant bien attentif. Voilà. S'il lève la main et s'il pose des questions, c'est pareil. Là, c'est un signe qui dit qu'il est dans de l'apprentissage parce qu'il fait appel à sa mémoire. Okay? C'est-à-dire que la mise en mots, quand on parle à quelqu'un, la parole, c'est le fonctionnement de la mémoire. Donc, là, quelqu'un qui pose une question, je vous le dis encore, hein, c'est de l'apprentissage. C'est une posture d'apprentissage. Donc, vous allez avoir plein d'éléments un petit peu comme ça, plein d'observables chez l'élève qui va montrer qu'il est dans de l'apprentissage. OK? Attention, hein, l'opposé de l'apprentissage, c'est l'occupationnel. OK? Occuper quelqu'un, c'est différent de faire apprendre quelqu'un. OK? Là, si tous ces petits éléments de posture, ça peut dire qu'il y a quelque chose qui est engagé. Il y a de l'apprentissage qui est engagé. Ensuite, les petits mécanismes, ceux-là, vous ne pouvez pas les voir. Donc, j'ai mis les noms juste après. Donc, ça, c'est une mécanique d'apprentissage. Le premier mécanisme, c'est la compréhension. Bon, ça, je vous passe. Oui, tu peux. C'est peut-être. Ça n'a peut-être plus rien à voir. Enfin, là, c'était sur des jeux de mémoire, mais ça, on peut laisser tomber. Voilà. Voilà, là, vous avez tous les petits mécanismes. Donc, ce que demandait Patrick, c'est qu'il y a une mécanique que l'on ne peut pas voir. Donc, par exemple, le premier mécanisme, c'est conceptualiser, acquérir des concepts, acquérir de nouvelles connaissances. Voilà. La construction en tant que telle de nouveaux concepts, de nouvelles connaissances. Il y a un autre mécanisme qui consiste à comprendre, la compréhension. Donc ça, c'est un mécanisme d'apprentissage. J'espère que c'est bien clair pour vous. C'est que ça veut dire que quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'active pas ce mécanisme-là, il n'apprend pas en fait. OK? C'est aussi simple que ça. Et donc, toujours pareil. Dans la classe, moi, quand j'observe, les élèves qui lèvent la main et qui posent des questions, en fait, ils disent s'ils comprennent ou s'ils ne comprennent pas. Okay? L'enseignant que vous regardez faire, si lui, il ne pose pas de questions pour être sûr que les élèves ont compris ou ils n'ont pas compris, il n'est pas dans un rôle d'enseignant. Vous voyez, c'est toujours en miroir cette histoire. Okay? L'élève, il comprend, mais c'est aussi à l'enseignant de faciliter ça. OK? Et
la question de Jean-Rémy à la fin du cours, des élèves qui disent ben, nous, finalement, on ne sait pas ce que l'on a fait, ben, ce sont des jeunes, ce sont des élèves qui n'ont rien compris en fait. Donc, ils n'ont pas été en mesure d'activer ce mécanisme d'apprentissage. Et ça, c'est probablement ou de la faute de l'enseignant, enfin, c'est souvent ça en fait. Enfin, le mot faute est un peu trop gros, mais c'est l'enseignant n'a pas peut-être répété ce qu'il demandait. L'enseignant ne s'est peut-être pas assuré du niveau de ses élèves. Ce sont ces faits qui en sont la cause. Là, ça, c'est vraiment... Quand on débute dans la formation, hein, le mécanisme qui est à voir, c'est la compréhension. C'est vraiment, celui-là, il est fondamental, c'est-à-dire c'est voir comment un enseignant est capable de faire comprendre son cours, faire comprendre ses intentions aux élèves. Ça, c'est... Vous avez déjà fait des visites, etc., mais plus vous allez en faire, plus vous verrez que ça, c'est quand même l'élément qui se détache, quoi. La mémorisation, c'est comment un enseignant est capable de faire mettre en mémoire ou comment les élèves dans la classe utilisent leur mémoire. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, c'est dès qu'un élève parle, il fait appel à sa mémoire. Okay, c'est aussi simple que ça. Donc, si les enfants parlent dans la classe, ça veut dire qu'on a ce mécanisme qui est engagé. Par contre, et ça on le voit bien, hein, je crois qu'on peut tous en parler, on peut tous en témoigner. Si dans la classe, ça ne parle pas beaucoup, et c'est l'enseignant qui parle énormément, eh ben, on n'accède pas forcément à la mémoire des élèves, quoi. Ok ? Si ça ne parle pas beaucoup, bah, on ne sait pas trop ce qu'ils ont dans la tête, quoi, pour parler plus simplement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est un indicateur très puissant. C'est-à-dire que un enseignant qui parle 1 heure durant, il se prive de la mémorisation. Il se prive de ce qu'ont les enfants en mémoire. Quelqu'un qui pose jamais de questions, il se coupe de l'élève. Voilà, c'est aussi simple que ça. Okay ? Non seulement il se coupe de l'élève, il se coupe de la compréhension, etc. Quelqu'un qui apprend, il construit des procédures. Ça, il va vous le dire. Il va vous dire que pour faire un calcul, il a une procédure et il va vous le montrer. Voilà. Il va vous montrer qu'il a la procédure. Démonter un turbo de faire, puis à un moment donné, si ce n'est pas faire, il va lever la main pour vous demander de l'aide ou pour demander de l'aide à son professeur. Donc, des procédures, les automatismes, quelqu'un qui est dans de l'apprentissage, il utilise des automatismes, c'est-à-dire des choses qui sont comme ça, c'est quasiment réflexe, il n'y a aucun contrôle dessus, c'est-à-dire il va utiliser encore des choses qui sont bien ancrées en mémoire. On ne va pas faire un cours sur ces automatismes, hein, mais c'est juste nous qui observons au fond de la classe, on peut essayer de voir s'il y a des automatismes qui sont construits dans cette classe, si les élèves sont bien dans des processus d'automatisation. Et je vais faire une conclusion juste après. Le dernier point, c'est la prise de conscience. C'est qu'on sait que quelqu'un qui apprend, il a besoin de prendre conscience qu'il sait des choses et qu'il ne sait pas. Alors, souvent, je te fais prendre conscience que tu ne sais pas. Hein, on met le doigt sur ce qu'on ne sait pas faire. Le problème, c'est qu'il faut aussi dire à quelqu'un qu'il sait faire les choses, qu'il sait. Parce que quand on lui dit qu'il sait, dans son cerveau, il se passe quelque chose. Il y a une espèce de stop qui dit stop, tu sais, je t'autorise à passer à autre chose. Je t'autorise à construire d'autres choses. Tant qu'on ne dit pas ça, le cerveau, il mouline, quoi, encore. Il continue à fonctionner. Donc, cette prise de conscience, elle est très, 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 très importante. Et dans le schéma que je vous ai montré avec la vague, là, bah, c'est souvent ce qu'on fait. C'est-à-dire, les élèves, ils rentrent dans la classe et le formateur que vous êtes ou l'évaluateur que vous êtes, bah, ça,
vous pouvez le voir. C'est-à-dire que dans la classe, est-ce que les enfants, ils prennent conscience qu'ils savent des choses? Est-ce que le premier temps où on fait leur appel, est-ce qu'il est respecté? Puis, est-ce que le professeur arrive à leur faire prendre conscience qu'ils ne savent pas tout et qu'aujourd'hui, il y a un enjeu, il y a un but à la séance? Qu'est-ce qui leur fait prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a un peu de nouveauté? Est-ce qu'il y a de la nouveauté dans le cours? Et si oui, laquelle? Puis, lorsqu'est passée la consigne, est-ce qu'il s'assure que les enfants comprennent bien la consigne? Ou est-ce que les enfants, les élèves, montrent qu'ils ont bien compris la consigne? Vous voyez, c'est toujours un jeu de miroir, en fait. C'est-à-dire que ces mécanismes-là, on ne peut pas les voir. OK? Par contre, le témoignage de ces mécanismes, c'est ce que l'on peut voir au niveau de l'attention, au niveau des efforts, la façon dont les élèves ils s'accrochent, la façon dont ils utilisent leur mémoire. Les seuls petits témoignages, c'est là. Okay. Les témoignages de ces mécanismes-là. Et donc, en fait, l'enseignant, il doit toujours s'assurer que dans la construction de son cours, il doit être bien clair sur quels sont les mécanismes qu'il cherche à stimuler. Mais dans la conduite du cours, il doit toujours s'assurer que ces mécanismes-là, ils sont en jeu chez l'élève. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. En guise de conclusion, un enseignant qui prépare son cours, il doit le préparer au regard des mécanismes d'apprentissage qui sont voulus, ce qu'il souhaite. Peut-être qu'il dit qu'aujourd'hui, le but, c'est de bien comprendre ce qu'est une voiture. Okay. Donc, dans la préparation de son cours, quand il va jouer son cours en classe, les élèves, ils vont lui dire s'ils comprennent bien le cours, s'ils comprennent bien son intention, en se montrant attentifs, en faisant des efforts, en posant des questions. Okay. Mais si les élèves n'y arrivent pas, l'enseignant, il est toujours là, toujours à même, avec son langage, avec des outils, avec des supports, de poser des questions, de vérifier si ces mécanismes-là, ils sont bien engagés, s'ils sont bien en phase. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Une remarque. Dans notre établissement, un devoir à faire, c'est surtout faire ancrer dans l'esprit des formateurs les termes pédagogie centrés sur l'apprenant. Mm-hmm. Souvent, lorsque les élèves bavardent en classe, donc les enseignants, en quelque sorte, ils sont faux. Comme vous bavardez, copiez la leçon et faites ce que vous voulez. Mm. Mais j'essaie petit à petit de conscientiser les formateurs que, comme sur le triangle de tout à l'heure, l'enseignant et l'élève sont sur les mêmes niveaux. Donc, l'avenir de ces jeunes repose sur nous. Je mets juste une parenthèse. Souvent, c'est gérer les enseignants, surtout si ce n'est pas péjoratif, les enseignants de l'ancien régime, c'est-à-dire un peu plus âgés, c'est difficile à négocier. Il arrive même à voir sur 50 élèves, 4 ou 5 qui ont eu de la moyenne. Lorsqu'on demande pourquoi cette note, là c'est la guerre. Est-ce que vous jugez notre compétence? C'est ça la question qui se pose. Alors que lorsqu'on discute avec les jeunes citent tel, ce qui ne fonctionne pas avec les cours, mais
comme la loi n'est pas encore adaptée, donc nous essayons de conscientiser petit à petit les enseignants. Souvent, les défauts de la pédagogie, c'est au niveau du comportement des élèves, les bavardages et tout ça. Ça, c'est en salle, mais en atelier, même la classe brutale en atelier, c'est impeccable. Mais oui. Oui. Donc, les enseignants divisent en deux. Il y en a qui disent que cette classe-là est brutale, ne travaille pas, alors que les enseignants de l'atelier disent non, avec ma séance, les jeunes sont ponctuels. Donc, entre les formateurs, souvent, en conseil de classe, il y a toujours des discussions. Alors, tu sais, moi j'aime bien ta question parce que en fait, c'est un petit peu ce qu'on a nous aussi en France, dans le sens où, tu vois, quand on fait des visites, quand on va voir des professeurs, souvent ils nous demandent si on peut plutôt, tu vois, ils nous disent, est-ce que vous pouvez venir sur des temps en atelier? Et moi je leur dis, mais pas toujours. Parce qu'on sait qu'en atelier, les élèves, c'est plus facile parce qu'ils ont à faire des choses, tu vois. Ils ont leurs mains qui sont occupées. Tu vois, puis il y a un petit peu d'autonomie où ils sont en groupe de deux. C'est plus facile d'être dans des pédagogies actives parce que le support fait l'action en atelier. Donc, nous, on demande quand même aller voir en classe, parce qu'en classe, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, parce qu'en classe, ça suppose une construction de cours. Et les remarques que tu proposes, c'est il faut essayer de faire bouger un peu les mentalités sur les pratiques de classe. Là, on a parlé des mécanismes d'apprentissage. Voilà, c'est que l'enseignement dont tu parles avec des professeurs d'ancienne génération, avec tout le respect qu'on leur doit évidemment, ça ne va pas tenir dans la durée. Ça ne tiendra pas. Parce que les élèves, ils changent. Et encore, à Madagascar, je crois qu'il y a une forme d'autorité qui est respectée, quoi. Mais nous, ce genre de choses, on les a connues dans les années 75, 80. Voilà, et on voit bien que ça n'a pas tenu. Que les élèves, ils demandent à être aussi en activité en classe, quoi. Tu vois, être actif en classe. Et le prof qui va y arriver, bah, il sera en réussite, hein. Et le prof qui arrivera à lier à la fois le temps en classe et le temps en atelier, il sera encore plus en réussite. Moi, si je peux m'autoriser, Jean-Rémy, Ouais. et Oui. au lieu, si on peut dire, on rentre dans une querelle des anciens et des modernes. Ouais. Là, je fais une analyse. Il y a une querelle des anciens et des modernes, si on peut dire. Ouais. Moi, je décentrerais ça par rapport à déjà ce que tu as dit. C'est quel est le contexte d'enseignement? Ça reprend les propos de Franck Tanguy. Et si on revient sur la motivation, d'un côté, il y a un contexte d'atelier, de l'autre, il y a un contexte de cours. Donc, c'est deux contextes différents qui emmènent, si on peut dire, à une motivation a priori des élèves différente qui se traduit par quoi? J'ai des observables, ils viennent à l'heure, ils travaillent plus facilement, etc., etc. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut emmener les enseignants à faire un constat, si on peut dire, d'efficience. C'est-à-dire, est-ce qu'en fonction des moyens qui sont mis en œuvre et de ces éléments-là, j'arrive à quel résultat j'arrive? Voilà. Quand on reprend sur les moyennes des éléments comme ça, etc., eh bien, il y en a 4 sur X qui obtiennent la moyenne. Et il faut emmener cet élément-là. Si on rentre dans le combat des anciens et des modernes,
ça va poser beaucoup de difficultés. Mais en fait, c'est revenir à l'efficience pour avoir une vision globale de l'élève. Parce que Franck a dit aussi quelque part, le formé, du moins, il y a une interaction formé-formateur. Donc, parfois aussi, on a des formés qui n'investissent pas, qui ne motivent pas, etc. Donc, si vous êtes dans la querelle, ce ne sera que des propos d'opposition. Mais il faut emmener sur des propos, si on peut dire, de constructifs. Si tu opposes les gars de l'atelier aux gars de la salle, forcément, ça va créer un clash parce que chacun va se défendre, parce que chacun va se sentir, comme tu l'as dit, vous évaluez notre compétence, vous autorisez, vous interférez dans notre liberté pédagogique. Donc, il faut revenir à l'efficience et entre les moyens mis en œuvre, etc., et le résultat obtenu. Voilà. Et après, pour les emmener à changer, je vais terminer là-dessus, c'est comment est-ce que les enseignants en sont arrivés là? Parce qu'on leur a enseigné comme ça, parce qu'ils ont continué comme ça, etc., etc. Et que leur principale réussite, c'est d'être arrivé à celui qui enseigne. Donc ça, c'est déjà une grosse difficulté culturelle. Après, derrière, pour emmener à évoluer, c'est créer des objectifs pour la classe, pour le groupe d'enseignants, etc., etc., pour faire évoluer l'efficience de l'enseignement. Ce qui est positif, à chaque fin de trimestre, il y a une demi-journée consacrée pour les conseils pédagogiques de l'établissement. Il y a donc interspécialité, les formateurs généraux, les techniques. Donc, à chaque fin de trimestre, nous essayons d'harmoniser tout ce qui est indifférent au niveau de la formation. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Mais alors, l'harmonisation, est-ce que ça veut dire évolution des bonnes pratiques? Si je reprends tes termes de tout à l'heure, si je mets deux mauvais ensemble, j'harmonise, j'ai une moyenne de mauvais. Si je mets un bon avec un mauvais, si j'harmonise, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux moyens. Le problème, c'est de savoir quels sont les objectifs que vous donnez réels. Donc, de l'analyse de ces éléments, des actions que vous souhaitez mettre en œuvre, et d'un conseil pédagogique à un autre, des bilans que l'on peut faire, des évolutions. Parce qu'il y a des choses, ça peut être fait en 2 minutes, et d'autres, ça va être fait en une génération. Donc, à chaque fois, on revient finalement à ce qui a été le thème de ces journées, c'est qu'est-ce que je mets en place comme indicateur, qu'est-ce que je mets en place comme observable, qu'est-ce que je mets en place comme critère. Et je fais tourner comme ça la boucle en permanence. Et ça sort, en fait, ça va se recentrer automatiquement sur l'apprenant. Et sans mettre en difficulté les personnes. On fait l'analyse, on décide d'action, on fait un feedback sur les actions et on avance comme ça, sans remettre en cause le groupe ou la personne. Mais il faut toujours revenir, si on peut dire, on se recentre sur la focale et la focale, c'est l'apprenant. Et on fait tourner notre machine, indicateur, observable, critères, et on avance. Et c'est long. Ouais. Et là, moi, il y a un truc qui vient de me tilter là aux oreilles, c'est que en France, on parle de plus en plus d'élèves apprenants. Ça, c'est quand même fort. Ok, parce que en fait, on est en train de se rendre compte que, c'est tout bête, hein, mais que tous les élèves n'apprennent pas. Hein, donc, on dit élève apprenant, un apprenant au sens où on a essayé de le démontrer, c'est-à-dire quelqu'un qui construit de nouvelles connaissances pour lui-même. Ok ? L'élève, c'est un statut social là maintenant en France presque. Ok ? Il passe la porte du lycée, il devient élève, quoi. Voilà. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils apprennent. Élève, c'est un statut administratif. Ouais.
Apprenant, on va dire que c'est une posture. Ouais. Onja, il a des questions. Je crois que non. Je commençais bien à analyser tous vos propos et bon, je vous écoute toujours. Et donc, tu n'as pas de questions. Oui, oui. Oui. Le problème, je crois que le problème au Madagascar, c'est il y avait des formateurs de l'ancien formateur, c'est-à-dire ceux qui ont des expériences et qui pensent que aimer un jeune comme nous, ou bien qui n'a pas de tâche comme eux, il a la mentalité de dénigrer la jeunesse ou bien l'âge par exemple, un proviseur ou un chef de travaux. Voilà le fond du problème. Alors, Mais bon, oui, je vous écoute. je vous coupe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tue les vieux ou on attend de vieillir? Ah ben, alors? Il faut, comme vous avez dit, il faut revenir dans les contextes, tous les attributions et on va, comment dirais-je, trouver les consensus qui nous amènent dans le vrai enseignement professionnel ou bien dans la vraie éducation. Mais pas mais non pas pour ce que les autres, les anciens ou bien la jeunesse. Et alors, la vraie éducation, le problème, ce qu'on dit là, moi, avec mon équipe, si on avait fait cette même formation il y a 5 ans ou il y a 10 ans, est-ce qu'on aurait dit la même chose? Non, il y avait des mises à jour ou bien il Ouais. faut actualiser leurs connaissances ou bien je ne sais pas. Moi, avec l'équipe, c'est ce qu'on fait en fait, en permanence. On actualise, on pose des problèmes, on réfléchit, on avance, on fait tourner, on analyse, etc. Et c'est un travail en équipe. Et on fait les mises à jour de logiciels régulièrement. Ouais. Ça, c'est complètement vrai parce que tu vois, une expérience, hein, l'autre jour, moi, j'avais un cours sur le travail en équipe et en préparant le cours, j'ai vu, je suis allé chercher un article de 2005, donc il y a un peu plus de 15 ans. Il y a 15 ans, le travail en équipe ou en groupe en France n'était pas du tout répandu. C'était l'affaire exclusivement des professeurs de sport. Alors qu'en 15 ans, aujourd'hui, le travail en équipe, ça s'est complètement répandu, quoi, dans quasiment toutes les disciplines. Dites-vous qu'à partir du moment où on rentre dans une stratégie, mais même sur ces éléments pédagogiques, en fait, on n'est pas sur c'est bien ou c'est mal ou c'est ci ou c'est là. On est sur une logique, en fait. Moi, je dis on décale un curseur petit à petit. Hop. Et puis ce curseur, des fois, on le fait un peu reculer. On a déjà parlé de consensus. Voilà. Et moi, dans mon métier, en fait, c'est de savoir où est-ce que je vais positionner le curseur. Quand on fait une réforme, si je dis maintenant c'est comme ça, tout le monde va se braquer. Alors, des fois, de toute façon, ça se braque. Par principe, surtout en France, ça se braque. Les gens sont contre. Mais après, en fait, c'est le positionnement du curseur. Et ce curseur, à chaque fois, on le fait bouger. On essaye toujours de le faire avancer vers le positif, mais des fois, on va le reculer. Là, on est dans une crise sanitaire. Je réduis mon exigence. Je reviens sur un certain nombre de choses. Je réduis. Et après, mais dès qu'on va sortir de la crise, on va essayer d'accélérer certaines choses. Vous voyez, mais toujours, c'est le problème que vous aurez, vous, formateurs, etc., c'est où est-ce que je place mon curseur par rapport à mon public. Et placer mon curseur, ça revient à cette analyse. Et
Et les trois mots qu'on utilise en permanence, des indicateurs, des observables, des critères, et j'avance.